Le son qui m'a réveillé n'avait rien à faire dans un quartier américain tranquille. Ce n'était pas un son poli, ni hésitant, ni le genre de coup qu'on frappe quand on a oublié ses clés. C'était frénétique, irrégulier, désespéré. 3 coups secs, une pause, puis un autre, plus fort, comme si la personne devant ma porte craignait de s'effondrer avant que j'atteigne la porte. Je me souviens de l'accélération de mon pouls avant même d'ouvrir les yeux. Des années dans la marine avaient entraîné mon corps à reconnaître l'urgence avant que mon esprit ne comprenne. Et quand j'ai posé mes pieds sur le parquet frais et que je me suis dirigé vers la porte pieds nus, à moitié éveillé, je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Mais je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu en l'ouvrant. Ma sœur jumelle se tenait sur mon porche, le visage enflé, les lèvres fendues, les yeux vitreux de choc. Elle a murmuré mon nom une fois, puis ses genoux ont cédé. Je m'appelle Emma Haye, et c'est cette nuit-là que tout a changé. Je l'ai rattrapée juste avant qu'elle ne heurte les planches de bois de mon porche. Elle semblait plus légère que dans mes souvenirs, fragile d'une manière qui me serra la poitrine. Anna avait toujours été plus douce que moi, même enfant. Nous nous ressemblions parfaitement, même cheveux noirs, même menton têtu, mais elle portait de la chaleur là où je portais de l'acier. Alors que je la soulevais dans mes bras, je la sentis trembler, pas seulement frissonner, mais trembler de tout son corps, comme si ses nerfs avaient enfin renoncé à la maintenir. « Anna » dis-je doucement, poussant la porte avec mon pied derrière nous. Ça va aller. Je te tiens. » Elle ne répondit pas. Sa tête reposait contre mon épaule, et je sentais la chaleur humide des larmes tremper mon t-shirt. Je la déposai doucement sur le canapé et allumai la lampe. La douce lumière jaune rendait les contusions plus claires, trop claires. Une tache sombre s'étendait sur son pommette, s'estompant en jaune sur les bords. Sa lèvre inférieure était fendue. Il y avait des marques en forme de doigts sur le haut de son bras, assez profondes pour ne laisser aucun doute sur la façon dont elles étaient apparues. Je bougeai automatiquement, la mémoire musculaire s'activant, trouvant la trousse de premier secours dans l'armoire, un linge propre, une poche de glace enveloppée dans une serviette. J'avais soigné des coéquipiers blessés dans des hélicoptères, stabilisé des plaies hémorragiques lors d'accidents d'entraînement, et même géré une clavicule cassée en plein exercice. Mais mes mains tremblèrent lorsque je touchai le visage de ma sœur. Ce n'était pas une blessure d'entraînement. Ce n'était pas un accident. C'était de la violence qui s'était produite dans un salon, au sein d'un mariage, à huis clos. Elle tressaillit lorsque le linge froid toucha sa lèvre. « Pardon » murmura-t-elle rapidement. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas te réveiller. Tu as probablement un entraînement demain matin. Je ne devrais pas être ici. » Je me figeai une demi-seconde. Cette phrase m'en dit plus que les bleus. « Anna » dis-je doucement, m'agenouillant devant elle. « Tu peux te présenter à ma porte à 3 heures du matin pour le reste de nos vies. Tu n'auras jamais à t'excuser pour ça. » Ses yeux se remplirent à nouveau. Elle hocha la tête, mais je pouvais voir qu'elle n'y croyait pas encore. C'était ça, la peur. Elle vous reconditionne lentement, silencieusement, jusqu'à ce que vous commenciez à penser que vous êtes un inconvénient. J'ai tamponné un antiseptique sur la coupure au coin de sa bouche. Elle grimaça, et je remarquai d'autres contusions le long de son poignet, plus anciennes, jaunissantes, à moitié cachées. Mon estomac se serra. Cela n'était pas arrivé une seule fois. « Depuis combien de temps » demandai-je doucement. Elle détourna le regard. « Ce n'est rien. Nous nous sommes juste disputés. » Je ne la pressai pas immédiatement. Au lieu de cela, j'attrapai la couverture drapée sur le dossier du canapé et l'enroulai autour de ses épaules. Ses mains agrippèrent le tissu comme un enfant s'accrochant à quelque chose de solide dans une tempête. Dehors, le quartier était silencieux. Quelque part dans la rue, une lumière de Porsche s'alluma. Probablement l'un des retraités qui se levait tôt. La normalité de tout cela semblait surréaliste. À quelques maisons de là, quelqu'un était probablement en train de verser du café, de lire le journal, de sortir son chien. Et à l'intérieur de mon salon, ma sœur avait l'air d'avoir traversé un champ de bataille. Je pris une lente inspiration. « Anna, qui a fait ça ?» Elle ne répondit pas. Ses yeux parcoururent la pièce, évitant les miens, s'attardant sur la plaque de la marine encadrée au mur, puis sur le drapeau plié de mon dernier déploiement. Elle déglutit difficilement. « Anna » répétai-je, plus doucement cette fois. Sa voix sortit à peine au-dessus d'un murmure. « Marc. »
Le nom tomba comme un poids. Je n'étais pas choqué. Pas complètement. Marc m'avait toujours mise mal à l'aise. La première fois que nous nous sommes rencontrés, il m'a serré la main trop fort, comme s'il me testait. Il avait fait un commentaire sur la façon dont les femmes militaires oublient d'être féminines. Anna avait ri. Pas moi. J'avais remarqué la façon dont il la regardait, la façon dont il corrigeait de petites choses, comment elle tenait sa fourchette, comment elle racontait des histoires, de minuscules ajustements comme s'il la modelait. Pourtant, j'avais espéré me tromper. Est-ce qu'il... Je m'arrêtai. Je n'avais pas besoin de finir la phrase. Elle hocha la tête une fois, rapidement, comme si elle voulait en finir. Il ne voulait pas, ajouta-t-elle immédiatement. Il était juste stressé. Le dîner était en retard. J'ai dit quelque chose. Non. Ma voix était calme mais assez ferme pour qu'elle s'arrête. Il n'y a aucune version de cette phrase qui se termine par ta responsabilité. Ses yeux se posèrent sur ses mains. Je n'aurais pas dû répondre. Cela me blessa plus que tout le reste. Pas les bleus, pas le sang. Cette acceptation tranquille. Je tendis la main et lui soulevai doucement le menton pour qu'elle soit obligée de me regarder. Anna, ce n'est pas toi qui as causé ça. Elle ne discuta pas, mais elle ne fut pas d'accord non plus. Le silence entre nous s'étira, lourd et compliqué. Je remarquai sa respiration courte, irrégulière. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil vers la porte, comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre, comme s'il pouvait la suivre ici. Il t'a menacé, demandai-je. Elle hocha la tête à nouveau. Il a dit, la prochaine fois, il ne raterait pas. Quelque chose en moi bascula. Pas une colère explosive, pas de la rage, quelque chose de plus froid, de plus concentré. La même clarté calme que j'avais ressentie avant de me retrouver dans des situations dangereuses à l'étranger. Une ligne avait été franchie et mon esprit commença à s'organiser autour de ce qui allait suivre. Tu ne rentres pas ce soir, dis-je doucement. Elle hésita. Il sera en colère. Je m'en fiche. Ses doigts se serrèrent sur la couverture. Il dira que je l'ai mis dans l'embarras. Je me penchai légèrement en arrière, étudiant son visage. Tu veux y retourner? Elle ne répondit pas, mais le silence suffit. Je me levai et allai à la cuisine, lui versai un verre d'eau, et le lui rapportai. Elle le prit de ses mains tremblantes. Je l'observai un instant, mémorisant tout, les bleus, la peur, la façon dont elle tentait de se faire plus petite sur mon canapé. J'avais passé des années à protéger des étrangers dans des endroits lointains. Cette nuit-là, la mission vint à moi. Ma sœur n'était pas en sécurité. Et quelque part en ville, un homme croyait pouvoir lui faire du mal sans jamais en subir les conséquences. Il ne savait pas encore qu'il venait de commettre la pire erreur de sa vie. Anna s'endormit peu après le lever du soleil, l'épuisement l'emportant finalement sur la peur. Elle se recroquevilla sur le côté, une main sous la joue, la couverture bien serrée autour de ses épaules. Un instant, elle ressembla à ce qu'elle était quand nous étions enfants après les orages, quand elle grimpait dans mon lit et faisait semblant de ne pas avoir peur. Mais même endormie, sa respiration restait irrégulière. Toutes les quelques minutes, son front se plissait comme si son corps n'avait pas reçu le message qu'elle était en sécurité. Je m'assis à la table de la cuisine avec une tasse de café que je réchauffais sans jamais la boire. Dehors, le quartier se réveillait lentement. Un camion démarra de l'autre côté de la rue. Un chien aboya une fois, puis se tut. Le rythme ordinaire du matin avançait, indifférent au changement qui s'était produit à l'intérieur de ma maison. Je repassais tout ce qu'elle avait dit. L'hésitation, les excuses, la façon dont elle tressaillait au moindre mouvement. J'avais déjà vu ces signes, non pas au combat, mais dans des salles d'attente, des femmes qui portaient des manches longues en été, des voix qui s'abaissaient automatiquement, des yeux qui scrutaient les sorties. Quand Anna bougea, je la regardais déjà. Elle cligna des yeux, désorientée, puis reconnut la pièce. La prise de conscience sembla la frapper d'un coup. Elle s'assit lentement, grimaçant à cause de la douleur aux côtes. Et, dis-je doucement. Doucement. Elle hocha la tête et repoussa ses cheveux. Le bleu sur sa joue semblait plus foncé à la lumière du jour, plus furieux. Je ne voulais pas m'endormir. Tu en avais besoin. Elle jeta un nouveau coup d'œil vers la porte d'entrée. Ce petit mouvement inconscient me dit tout. Il ne sait pas où tu es, dis-je.
Elle hésita. Il pourrait deviner. Laisse-le deviner. Elle prit la tasse que je lui tendais, la serrant contre sa poitrine, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts. Nous restâmes silencieux un instant. Puis, sans me regarder, elle dit, « Ce n'était pas toujours comme ça. » J'attendis. Au début, il se frustrait juste. Stress au travail, problème d'argent. Il claquait les portes, jetait des choses. Sa voix resta plate, presque répétée. Puis un soir, il m'a poussé. Il a dit que je l'avais surprise. Elle fit une pause, fixant son café. Après ça, c'était toujours un accident, où j'étais dramatique, où j'avais dit quelque chose de mal. Combien de fois, demandai-je. Elle haussa légèrement les épaules. Papa tous les jours. Ce n'était pas une réponse. Elle continua. Il s'excusait, achetait des fleurs, préparait le dîner, me disait qu'il avait peur de me perdre. Ses doigts se resserrèrent autour de la tasse. Et je le croyais. Je me penchai en arrière, écoutant. Le schéma était familier, tension, explosion, excuse, calme, répétition. Il déteste quand je te parle, ajouta-t-elle doucement. Cela attira mon attention. Pourquoi? Il dit que tu me fais douter des choses, que tu ne comprends pas le mariage, que tu es trop indépendante. Elle esquissa un petit sourire sans joie. Il dit que les femmes militaires oublient d'être des épouses. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je me souviens de ça, dis-je. Il n'aime pas que nous soyons jumelles non plus, continua-t-elle. Il dit que c'est comme si tu le surveillais toujours. Je faillis sourire à ça. Il n'avait pas entièrement tort. T'a-t-il déjà frappé avant, demandai-je. Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard tomba sur son poignet où persistait un léger bleu-jaune. Oui, murmura-t-elle. La pièce sembla plus petite. Il me prend généralement les bras, continua-t-elle. Ou me pousse contre quelque chose. Il ne veut pas de marque visible. Je serrai la mâchoire. Ce niveau de calcul me disait que ce n'était pas seulement de la colère. C'était du contrôle. Quelqu'un d'autre sait, demandai-je. Elle secoua rapidement la tête. Non, il dit que si je dis à quelqu'un, ils penseront que j'exagère. Il est bon avec les gens. Tout le monde l'aime. Cela avait du sens, les pires étaient généralement comme ça. Et l'argent, demandai-je. Son expression se crispa. Il s'en occupe. Mon salaire va sur notre compte joint. Je n'ai plus ma propre carte. Il a dit que c'était plus simple. Tu as de l'argent liquide? Elle secoua à nouveau la tête. Cela clarifiait la situation. Isolement, contrôle financier, manipulation émotionnelle, violence physique, le schéma complet. Il boit, demandai-je. La plupart des soirs, pas toujours beaucoup, mais quand il est en colère, plus. Des armes? Elle hésita. Un fusil de chasse dans le placard de la chambre. Je rangeai cette information automatiquement. Et hier soir, demandai-je doucement. Elle prit une lente inspiration. Le dîner était en retard. Il avait bu. J'ai dit que j'avais eu une longue journée. Il a dit que j'étais paresseuse. Je lui ai dit que ce n'était pas juste. Sa voix se brisa légèrement. Il a attrapé l'assiette et l'a jetée. Elle s'est brisée. Je lui ai dit d'arrêter. Il m'a giflé. J'ai essayé de m'éloigner et il m'a attrapé le bras. Puis elle fit un geste faible vers son visage. Je ne l'interrompis pas. Je suis parti quand il est allé aux toilettes, termina-t-elle. J'ai juste conduit. Le silence s'installa à nouveau. Tu as fait la bonne chose, dis-je. Elle secoua la tête. Il sera tellement en colère. Je me penchai en avant. Anna, écoute-moi. Ton départ a peut-être sauvé ta vie. Ses yeux se remplirent de larmes. Je n'arrêtais pas de penser qu'il allait changer à chaque fois. L'espoir peut être un piège. J'avais vu ça aussi. Tu es ici maintenant, dis-je. C'est ça qui compte. Elle hocha lentement la tête, bien que la peur persistât dans sa posture. As-tu l'intention de rentrer, demandai-je. Ses doigts tortillèrent le bord de la couverture. Je ne sais pas. C'est ma maison aussi. Mes affaires sont là-bas.
Mon travail, tout. Tu ne rentres pas aujourd'hui, dis-je doucement. Nous trouverons le reste. Elle me regarda, puis me regarda vraiment. On dirait que tu prépares quelque chose. Je ne répondis pas tout de suite parce que c'était le cas. Au lieu de cela, je dis, pour l'instant, nous nous concentrons sur ta sécurité. Elle expira lentement comme si cela seul semblait impossible. Dehors, la lumière du soleil inondait le sol du salon. Des grains de poussière flottaient paresseusement dans l'air. C'était paisible. Trop paisible compte tenu de la tempête qui l'avait menée ici. Elle tendit la main et prit la mienne. « Je suis désolé, murmura-t-elle à nouveau. Je serrai ses doigts. Tu n'as jamais à t'excuser d'avoir survécu. Elle hocha la tête. Et pour la première fois depuis son arrivée, une partie de la tension quitta ses épaules. Pas tout, mais assez pour respirer. Je l'observais silencieusement. Les bleus, la peur, l'épuisement. Et sous tout cela, la sœur avec qui j'avais grandi, celle qui riait trop fort et pleurait devant les films tristes et croyait que les gens étaient fondamentalement bons. Marc ne lui avait pas seulement fait mal au corps. Il avait essayé de la rapetisser. Et cela, plus que tout, m'a fait prendre ma décision. Il pensait qu'elle était seule. Il pensait qu'elle reviendrait. Il pensait qu'il contrôlait encore l'histoire. Il avait tort parce qu'au moment où elle a franchi ma porte, ce n'était plus sa maison, son mariage, ses règles. Maintenant, c'était ma mission et j'avais l'intention de la mener à bien. J'ai demandé un congé d'urgence avant qu'Anna n'ait fini sa deuxième tasse de café. Le message à mon commandant était bref, professionnel et intentionnellement vague. Des années dans la marine m'avaient appris que parfois, il ne faut pas tout expliquer, il faut juste dire qu'on a besoin de temps et faire confiance au système pour qu'il tienne bon. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Prenez soin de ce dont vous avez besoin. Nous nous occupons de vous. J'ai fixé l'écran un instant de plus que nécessaire. L'armée pouvait être rigide de 100 façons, mais quand ça comptait, elle serrait les rangs comme une famille. Anna me regardait de l'autre côté de la table, toujours enveloppée dans la couverture, ses cheveux tirés lâchement sur une épaule. Elle semblait plus petite dans mon sweatshirt trop grand, comme si elle était entrée dans la vie de quelqu'un d'autre et ne savait pas si elle y appartenait. « Tu n'avais pas à faire ça, dit-elle doucement. « Si, répondis-je. Tu ne gères pas ça seule. » Elle baissa le regard, absorbant les mots. Dehors, une tondeuse à gazon ronronnait quelque part dans le pâté de maison. L'odeur de l'herbe coupée flottait légèrement par la fenêtre ouverte. Tout semblait d'une normalité douloureuse. Ce contraste, le matin calme de la banlieue et la tempête dans laquelle nous nous trouvions, me rendit plus déterminé. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer ce que j'ai appelé un plan de sécurité. Bien que je ne l'ai pas nommé à voix haute, j'ai sorti un bloc-notes jaune du tiroir et j'ai écrit en lettres capitales. « Document important, dis-je. As-tu ta carte d'identité, ton certificat de naissance, ta carte de sécurité sociale ?» Elle secoua la tête. « Ils sont dans le classeur à la maison. » « D'accord, nous aurons besoin de copies à un moment donné. » J'ai écrit cela. « Vêtements ? La plupart sont là-bas. » C'est bon. Nous les récupérons plus tard. « Et un double de clés. » Elle hésita. « Il a les deux. » J'ai ajouté une autre note. « Des personnes en qui tu as confiance à proximité. » Elle réfléchit un instant. « Madame Dalton, la voisine. Elle est plus âgée. Elle entend tout. »« C'est bien, dis-je. »« Quelqu'un d'autre ?» Elle donna le nom d'un autre voisin. « D'accord. Son numéro. » J'ai hoché la tête. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Nous avons continué la liste. Mot de passe, numéro de téléphone, emploi du temps. Plus nous parlions, plus l'image devenait claire. Marc avait progressivement pris le contrôle de chaque aspect pratique de sa vie, finances, transport, communication. Rien de tout cela n'était arrivé d'un coup. Cela n'arrivait jamais. Cela se passait lentement, déguisé en commodité. En fin de matinée, la tension dans la pièce avait changé. Pas disparu, mais remodelé. La peur persistait, mais maintenant elle avait une structure. Une direction. « Sortons un peu, dis-je. Tu as besoin d'air frais. » Nous avons roulé jusqu'à un petit restaurant juste à l'extérieur de la base.
L'endroit ressemblait exactement à tous les restaurants routiers américains que j'avais jamais vus, banquette en vinyle rouge, une cloche qui sonnait quand la porte s'ouvrait, l'odeur de graisse de bacon et de café flottant dans l'air. Quelques retraités étaient assis près de la fenêtre, lisant les journaux. Un camionneur remuait du sucre dans une tasse de la taille d'un bol. Nous nous sommes glissés dans une banquette. J'ai pris la place face à la porte par habitude. Anna a de nouveau enroulé ses mains autour de son café, laissant la chaleur la stabiliser. La serveuse, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux argentés, tirés en chignon, s'est arrêtée juste assez longtemps pour observer le visage d'Anna. Son expression s'est adoucie, non pas avec pitié, mais avec reconnaissance. Elle avait déjà vu des bleus. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste dit « Vous voulez toutes les deux des crêpes ?» D'une voix douce, Anna a hoché la tête. Pendant que nous attendions, elle a regardé par la fenêtre une rangée de maisons tranquilles de l'autre côté de la rue. « C'est étrange » a-t-elle murmuré. « Tout semble normal. »« C'est toujours le cas » ai-je dit. Elle a dégluti. Je n'arrêtais pas de penser que si j'essayais juste plus fort, il se calmerait. Je ne voulais pas être la personne qui gâche un mariage. Je me suis penché en avant. Tu n'as rien gâché. C'est lui. Ses yeux ont brillé. Il dit que je le pousse. Que je sais comment le mettre en colère. Ce n'est pas comme ça que fonctionne la responsabilité. Elle a hoché la tête faiblement, mais le doute persistait. La serveuse a posé nos assiettes. L'odeur du sirop a rempli l'espace entre nous. Pendant quelques minutes, nous avons mangé en silence. L'acte de couper des crêpes semblait presque absurdement ordinaire, mais cette normalité comptait. Cela nous a ancrés. À mi-chemin, Anna a parlé de nouveau. Je vais devoir y retourner un jour. Mon travail, mes affaires. Je l'ai observé attentivement. Tu veux y retourner? Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a dit, il m'attendra. C'est à ce moment-là que l'idée s'est pleinement formée. Pas comme un éclair d'inspiration, mais comme quelque chose qui s'était assemblé tranquillement en arrière-plan. J'ai regardé son reflet dans la fenêtre du restaurant, nos traits identiques côte à côte. En grandissant, les professeurs nous confondaient constamment. Même maintenant, les gens qui ne nous connaissaient pas bien hésitaient parfois. Tu sais, dis-je lentement, tu as quelque chose que la plupart des gens dans ta situation n'ont pas, elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? J'ai croisé son regard. Moi. Elle a cligné des yeux. Plus précisément, ai-je continué, une jumelle. Sa fourchette s'est immobilisée à mi-chemin de sa bouche. Emma, je ne dis encore rien, dis-je. Pense-y juste. Elle a secoué la tête immédiatement. Non. Quoi que tu penses. Non. Je n'ai rien dit. Tu n'as pas à le faire. Je sais ça. Écoute. Je me suis penché en arrière, laissant l'idée s'installer. Je ne parle pas de vengeance. Je parle de contrôle. Il pense qu'il te connaît. Il pense qu'il comprend comment tu vas réagir. Et si ça changeait? Sa voix a baissé. Ça a l'air dangereux. Ça l'est, ai-je admis. Mais t'y renvoyer seul aussi. Elle a regardé ses mains. Le silence s'est étiré. Tu es plus forte que moi, a-t-elle finalement dit. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas peur de lui. J'ai considéré cela. Je n'ai pas peur de ce qu'il pense être. Elle m'a regardé, et je pouvais voir la peur se disputer avec l'espoir. L'idée n'aurait pas dû avoir de sens. Cela ressemblait à quelque chose d'un film, pas de la vraie vie. Mais plus j'y réfléchissais, plus cela s'alignait avec tout ce que j'avais été formé à faire, observer, s'adapter, entrer dans des environnements hostiles avec préparation. Si j'y allais, dis-je doucement, je pourrais contrôler la situation. Je pourrais m'assurer qu'il ne te fasse pas de mal. Je pourrais le faire se révéler. Sa tête s'est redressée brusquement. Tu veux dire qu'on échange nos places? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'en avais pas besoin. Elle a secoué la tête, la panique montant. Emma, non. Il saura. Il le verra dans ta façon de bouger. Alors nous nous entraînons. Sa respiration s'est accélérée. Et s'il te fait du mal? J'ai maintenu son regard. Il n'en aura pas l'occasion. Le restaurant bourdonnait autour de nous, tintement d'assiettes,
Conversation discrète, sifflement de la plaque de cuisson. La vie ordinaire continuait. À l'intérieur de notre cabine, l'air était chargé. Elle a murmuré, c'est fou. Peut-être, ai-je dit. Mais ce pourrait aussi être le moyen le plus sûr d'en finir. Elle m'a regardé longtemps. La peur persistait dans ses yeux, mais en dessous, quelque chose d'autre vacillait. Une possibilité. Quand nous nous sommes finalement levés pour partir, le plan n'était pas encore complètement formé, mais il était vivant. Et alors que nous sortions dans l'après-midi chaud de Virginie, je savais une chose avec certitude. Au crépuscule, Marc n'allait pas rencontrer la femme qu'il pensait contrôler. Il allait me rencontrer moi. Nous avons fermé les stores en rentrant à la maison, non pas parce que quelqu'un nous regardait, mais parce que cela aidait à réduire le monde à quelque chose de gérable. Le salon se transforma en un espace plus calme. Le soleil de l'après-midi filtrait en or tamisé sur le tapis. Anna se tenait au centre de la pièce, les bras croisés serrés sur sa poitrine comme si elle pouvait encore se convaincre de renoncer à tout. « C'est une mauvaise idée », murmura-t-elle. « Probablement », acquiesçai-je calmement. Elle cligna des yeux. « Tu es censé me rassurer. » « Je le fais. Les mauvaises idées peuvent toujours être nécessaires. » Cela lui arracha le plus léger souffle de rire, fragile, mais réel. Il s'évanouit rapidement, cependant, remplacé par la tension. Je déplaçai une chaise en face d'elle et m'assis, les coudes sur les genoux. « Si nous faisons ça, dis-je, nous le faisons prudemment. Pas d'improvisation, pas d'héroïsme. » Ses yeux s'adoucirent. « Ça te ressemble. C'est comme ça que je reste en vie. » Elle hocha la tête. « D'abord, dis-je, debout, montre-moi comment tu marches autour de lui. Pas comment tu marches ici, comment tu bouges dans cette maison. » Elle hésita, puis changea lentement sa posture. Ses épaules se courbèrent vers l'intérieur, son menton s'abaissa. Elle fit quelques petits pas, prudente comme si elle essayait de ne pas faire de bruit. Mon estomac se serra en la regardant. Elle ne jouait pas seulement la comédie. C'était une mémoire musculaire construite sur des mois de s'être rapetissée. « C'est ça ?» demandai-je doucement. Elle hocha la tête. J'essaie de ne pas attirer l'attention. Je mimais sa posture, arrondissant mes épaules, adoucissant légèrement ma démarche. Cela semblait peu naturel au début. Mon entraînement me redressait automatiquement. Elle secoua la tête. « Trop confiante ?» dit-elle doucement. « Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui s'attend à être réprimandé. » Je m'ajustai à nouveau, baissant le regard. Nous le répétâmes étape par étape. Elle me corrigeait chaque fois que je bougeais trop brusquement. « Pas de contact visuel », rappela-t-elle. « Je regarde généralement le sol. »« Comme ça ?» Elle hocha la tête. « Et tes mains ? » Je les garde près de moi, pas sur mes hanches. Ça a l'air défiant. Je joignis mes mains. Elle expira lentement. Mieux. Nous avons passé près d'une heure uniquement sur le mouvement. Le processus semblait surréaliste. Deux femmes identiques répétant la peur. Mais plus nous pratiquions, plus cela devenait fluide. J'ai adouci ma voix, raccourci mes pas, laissé l'hésitation s'infiltrer dans mes gestes. Puis vint la parole. « Dis quelque chose qu'il pourrait entendre », suggéra-t-elle. Je me raclai la gorge. J'ai préparé le dîner. Elle grimaça, trop stable. J'ai réessayé, laissant ma voix s'éclaircir légèrement. J'ai préparé le dîner. Je ne savais pas quand tu rentrerais. Elle hocha la tête lentement. C'est plus proche. Chaque correction me dépouillait de ma posture naturelle, la remplaçant par la sienne. La transformation était troublante. Je pouvais voir comment elle s'était adaptée au fil du temps, modelant ses réactions pour éviter de le provoquer. À un moment donné, elle s'est assise brusquement, couvrant son visage. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais changé. Je me suis accroupi à côté d'elle. Tu as fait ce que tu devais faire pour survivre. Elle abaissa ses mains, les yeux humides. Ça ne ressemble pas à de la survie. Ça ressemble à de la disparition. Je lui serrai doucement l'épaule. Plus maintenant. Nous sommes passés aux cheveux et au maquillage. Nos visages étaient presque identiques, mais les détails comptaient. Elle se coiffait les cheveux légèrement décentrés. J'ai ajusté les miens pour qu'ils correspondent.
Elle utilisait un fond de teint plus léger. J'ai copié sa routine avec soin. De petites différences à peine perceptibles ont changé mon reflet. Quand elle m'a tendu son sweatshirt et que je l'ai enfilé, l'effet s'est accentué. Debout devant le miroir, je l'ai vue. Pas parfaitement, mes yeux avaient une intensité différente, mais suffisamment proche. Anna recula et haleta doucement. Oh mon Dieu! J'ai étudié le reflet. La ressemblance était étrange. Sans la posture militaire, sans mes vêtements habituels, je ressemblais à une version plus douce de moi-même, quelqu'un de plus facile à sous-estimer. Tu penses vraiment que ça va marcher, murmura-t-elle. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ai-je dit. Juste assez. Elle se serra les bras. J'ai peur. Je sais. Et s'il remarque quelque chose? Alors je pars immédiatement. Pas de confrontation. Elle hocha lentement la tête, absorbant cela. Nous sommes passés à la logistique. Elle resterait dans ma chambre d'amis, porte verrouillée. Mon voisin, un ancien de la marine, veillerait sans poser de questions. Je prendrais sa voiture, me garerais là où elle se gare toujours. Le timing était important. Elle me dit qu'il rentrait généralement vers 18 heures, parfois déjà en buvant. Je vérifiais la batterie de mon téléphone, réglais le raccourci d'enregistrement et le glissais dans ma poche. Chaque pas était délibéré, mesuré, pas de la vengeance. De la préparation. En fin d'après-midi, la maison était lourde d'anticipation. Anna était assise sur le canapé, se tordant les doigts. « Tu n'as pas à faire ça, dit-elle à nouveau. »« Si, répondis-je doucement. Je dois le faire. » Elle me regarda, cherchant. « Pourquoi ?» Je considérais la réponse. « Parce qu'il pense qu'il possède ta peur. Ce soir, il va apprendre que non. » Des larmes glissèrent sur ses joues. Elle les essuya rapidement, embarrassée. Je la serrai dans une brève étreinte. Elle s'accrocha plus longtemps que prévu. « Reviens saine et sauve, murmura-t-elle. Je le ferai. » Quand je me suis finalement éloigné, la pièce sembla plus silencieuse. J'ai pris ses clés sur le comptoir. Le métal était frais dans ma paume. À la porte, je fis une pause et regardai en arrière. Elle se tenait dans la lumière de la lampe, petite mais stable. Pour la première fois depuis son arrivée, ses épaules n'étaient pas voûtées. J'ai ouvert la porte. L'air du soir flottait, chaud et immobile. Le quartier avait exactement le même aspect, vélos d'enfants sur les pelouses, lumière de Porsche clignotante, rire lointain venant de quelque part dans la rue. Normal, mais rien de la nuit à venir ne le serait. Alors que je marchais vers sa voiture, j'ai ajusté ma posture, laissant mes épaules s'adoucir, mes pas se raccourcir. Je n'étais plus Emma, du moins en surface. Je me suis glissé sur le siège conducteur et j'ai agrippé le volant. Le moteur a démarré doucement, et alors que je m'éloignais du trottoir, une pensée s'est fermement installée dans mon esprit. Ce soir, Marc penserait qu'il rencontrait sa femme. Au lieu de cela, il allait rencontrer la seule personne pour laquelle il ne s'était jamais préparé. Le trajet jusqu'à la maison d'Anna a duré moins de 15 minutes, mais il m'a semblé plus long. Le crépuscule s'installait sur le quartier en 12 couches de bleu et d'or. Les lumières des Porsche s'allumaient une à une, projetant des flaques de lumière chaude sur les pelouses tondues et les trottoirs tranquilles. C'était le genre de rue que les gens décrivaient comme sûre. Des drapeaux américains pendaient aux Porsche. Un panier de basket-ball se penchait sur une allée. Quelque part, un arroseur tiquetait rythmiquement, arrosant une bande d'herbe qui semblait trop parfaite pour appartenir à un endroit où vivait la violence. Je me suis garé là où Anna se garait toujours, côté gauche de l'allée, légèrement inclinée vers le trottoir. Sa petite berline bleue se fondait naturellement dans le décor. Le camion de Marc n'était pas encore là. Cela me donnait du temps. Je suis resté un instant dans la voiture, respirant lentement. Mes mains reposaient lâchement sur le volant, mais mon esprit parcourait des listes de contrôle. Enregistreur prêt, téléphone en mode silencieux, issue de secours, fenêtre, distance jusqu'à la rue. Je n'étais pas là pour me battre. J'étais là pour contrôler. Les marches d'entrée craquèrent faiblement sous mes chaussures tandis que j'approchais. La balançoire de Porsche se balançait légèrement dans l'air chaud. Je me souvenais m'y être assise des années auparavant, toutes les deux riant de rien, tandis qu'Anna racontait à quel point elle était excitée de commencer sa vie ici. Le souvenir se heurtait violemment au malaise qui s'installait dans ma poitrine.
J'ai déverrouillé la porte. L'odeur m'a frappé en premier, bière éventée, quelque chose d'aigre, et la légère odeur métallique de tension qui semblait s'accrocher au mur. Le salon était faiblement éclairé, seulement par la lumière déclinante de la fenêtre. Une lampe penchait de travers dans le coin. Un cadre photo était posé face contre terre sur la table basse. Le verre était fissuré. Je suis entré silencieusement et j'ai refermé la porte derrière moi. Le silence semblait épais. Je me suis déplacé lentement, absorbant tout. Une assiette à moitié mangée était posée sur la table à manger. 2 canettes vides roulaient près du canapé. Il y avait une petite bosse dans le mur, à hauteur de joint. Ma mâchoire s'est serrée. Aucune de ces choses ne criait la violence individuellement. Ensemble, elles formaient un schéma. La présence d'Anna persistait dans les détails. Une couverture pliée soigneusement drapée sur le fauteuil. Une trousse de couture sur la table d'appoint. Un livre à la tranche courbée, marqué à mi-chemin. Une vie interrompue. J'ai marché dans le couloir vers la chambre. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, le couvre-lit était froissé, un oreiller sur le sol. Un collier gisait cassé en 2 près de la table de nuit. Je l'ai reconnu, quelque chose que je lui avais donné il y a des années. Je l'ai ramassé brièvement, puis l'ai reposé. Preuve de frustration ou de colère, ou des deux. Je me suis assise sur le bord du lit, adoptant la posture que nous avions pratiquée. Épaules courbées vers l'intérieur, mains jointes, tête légèrement baissée. Ma respiration s'est ralentie délibérément. La maison a craqué une fois, s'installant. Puis des phares ont traversé la fenêtre. Je n'ai pas bougé. Une portière de voiture a claqué dehors, des pas lourds sur le gravier. Le bruit caractéristique de bottes sur le bois alors que la porte d'entrée s'ouvrait. Anna. La voix de Marc résonna dans le couloir, épaisse et irritée. Anna, où diable es-tu? J'ai gardé les yeux baissés. Il a traversé le salon, marmonnant sous sa respiration. Des plaintes concernant le dîner, la disparition, l'embarras. Chaque mot rendait l'air plus vif. Ses pas approchèrent de la chambre. Il fit une pause dans l'encadrement de la porte. Oh, dit-il, d'un ton moqueur. Alors, tu es de retour. Je maintenus ma posture réservée. Je suis rentré. Il entra. L'odeur d'alcool le suivait. Il s'appuya contre la commode, m'observant. Tu crois pouvoir partir quand tu veux. Je ne répondis pas. Il rit doucement. Incroyable. Tu sais à quoi ça m'a fait ressembler. Silence. Il fit un pas de plus. Tu pleurais? C'est pour ça que tu t'es enfui? Parce que tu ne peux pas gérer une simple dispute. Je laissai mes mains trembler légèrement. Je ne voulais pas, oui, me coupa-t-il. Tu ne veux jamais. C'est ça le problème. Il s'approcha, toujours menaçant. Mon rythme cardiaque resta stable, mais mes muscles se contractèrent, prêts. Il tendit la main et saisit mon bras. La pression était ferme, possessive. La prochaine fois que tu partiras, dit-il d'une voix grave. Tu ne vas pas, il ne termina jamais. D'un mouvement fluide, je changeai mon poids, fis pivoter son poignet et guider son bras derrière son dos dans une prise contrôlée. Pas violent, pas spectaculaire, juste assez de levier pour l'arrêter net. Il poussa un cri de surprise. Qu'est-ce que Anna? Qu'est-ce que tu? Je m'approchai légèrement, ma voix calme. Essaie encore. Il se débattit instinctivement, puis se figea lorsque la pression augmenta juste assez. La confusion passa sur son visage. Son équilibre chancela. Anna, halta-t-il. Qu'est-ce qui t'arrive? Je le relâchai lentement. Il trébucha en avant, frottant son bras. L'air changea instantanément. Le pouvoir qu'il attendait n'était plus là. Je me redressai légèrement, laissant la posture timide s'estomper. Il me regarda, les yeux plissés. Tu agis bizarrement. Je rencontrai son regard pour la première fois. Quelque chose dans mon expression dut s'enregistrer. Il fit un demi-pas en arrière, presque inconsciemment. Tu es différente, marmonna-t-il. Je laissai le silence s'étirer. La maison semblait plus petite, plus étroite. Dehors, une voiture passa, ses phares illuminant brièvement la pièce. Qui es-tu? Demanda-t-il, la voix plus basse maintenant. Je me levai lentement,
les épaules en arrière. Quelqu'un envers qui tu aurais dû être plus gentil. Il cligna des yeux, la confusion s'accentuant. Le changement le déstabilisait. Il n'était pas habitué à la résistance, surtout pas de la part de la femme qu'il pensait avoir conditionnée. Il tenta de se ressaisir. Ne recommence pas. Tu déformes toujours les choses. Je fis un pas mesuré vers lui. Est-ce que je le fais? Il hésita. Pour la première fois depuis qu'il était entré, la certitude de sa posture se fissura. Il se frotta à nouveau le bras, jetant un coup d'œil à la porte, puis de nouveau à moi. Sa dominance habituelle n'avait nulle part où s'ancrer. Et dans ce silence fragile, je savais que l'équilibre avait déjà basculé. Il ne comprenait pas pourquoi. Il ne savait pas à qui il faisait face, mais il sentait que quelque chose avait changé. Et la peur, une fois introduite, a tendance à grandir. Marc resta là, se frottant le poignet, la confusion cédant lentement la place à l'irritation. Ce changement était familier. Le moment où quelqu'un comme lui essaie de récupérer le terrain qu'il sent lui échapper. Ses épaules se sont redressées, son menton s'est légèrement relevé, la colère réapparaissant pour masquer l'incertitude. Qu'est-ce que c'était que ça, exigea-t-il. Je ne répondis pas immédiatement. Le silence déstabilise les gens qui dépendent du bruit. Au lieu de cela, je le laissai s'habituer au sentiment inhabituel de ne pas être aux commandes. La maison bourdonnait faiblement autour de nous, le réfrigérateur qui se mettait en marche, le léger tic-tac des tuyaux qui refroidissaient, la soirée tranquille de banlieue à l'extérieur. Des sons normaux, mais à l'intérieur de la pièce, la tension se resserrait comme un fil tendu. Tu agis follement, continua-t-il en essayant de reprendre pied. Tu ne me saisis pas comme ça. Je ne le fais pas, demandai-je doucement. Il marqua une pause. Quelque chose dans mon ton le fit hésiter. Tu as eu une longue journée, dit-il, changeant de tactique, la voix baissant. Tu es émotive. C'est tout ce que c'est. Je fis un autre pas lent en avant. Tu l'as frappé. Son expression se durcit instantanément. C'était une gifle. N'exagère pas, tu l'as saisie par les bras. Elle m'a poussé. Tu lui as dit, la prochaine fois, tu ne rateras pas. Ses yeux vacillèrent. Tu déformes les choses. J'inclinai légèrement la tête. Est-ce que je le fais? Il expira brusquement, faisant un pas à travers la pièce. Le mouvement semblait agité, défensif. Écoute, parfois les choses s'échauffent. Le mariage n'est pas parfait. Tu sais comment tu es. Je restai silencieuse. Il continua, remplissant le silence. Tu me fais passer pour le méchant, comme si rien de ce que je faisais n'était assez bien. Je suis sous pression. Le travail a été un enfer. L'argent est serré. Tu harcèles. Tu pousses. N'importe qui craquerait. Le voilà, le scénario familier. Des justifications superposées au blâme. Je le laissai parler. Tu es parti, continua-t-il, la voix montant. Tu m'as mis dans l'embarras. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Faire semblant que tout va bien. Je fouillai dans ma poche et tapai sur l'écran de mon téléphone. L'enregistreur joua doucement, sa voix résonnant dans la pièce, des fragments de la dernière minute. Tu crois pouvoir juste partir? Tu me fais passer pour la prochaine fois, tu ne vas pas, il se figea. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Ta voix, dis-je. Son visage pâlit. Tu m'as enregistré. Je ne répondis pas directement. Je laissai l'implication s'installer. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. Je l'ai déjà fait. Il s'affala sur le bord du lit, passant ses deux mains dans ses cheveux. Le changement fut dramatique. La colère s'écoula, remplacée par quelque chose de plus proche de la prise de conscience. Le pouvoir sur lequel il comptait la vie privée, le silence, le contrôle s'était fissuré. Tu essaies de me ruiner, murmura-t-il. J'essaie de la protéger. Il leva brusquement les yeux. Elle exagère. Elle l'a toujours fait. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre avec elle. Je m'approchai, gardant ma voix calme. Je sais ce que c'est de la voir arriver à ma porte couverte de bleu. Il tressaillit. Elle me provoque, insista-t-il faiblement. Elle sait comment appuyer sur mes boutons. Cela ne justifie pas la violence.
Il fixa le sol. Le silence s'étira à nouveau, plus lourd cette fois. Dehors, la lumière du porche d'un voisin s'alluma. À travers la fenêtre, le monde restait paisible, indifférent. Finalement, il parla plus doucement. Je ne pensais pas qu'elle partirait. Tu l'as rendu effrayé de rester. Il déglutit difficilement, ses épaules légèrement affaissées, comme si le poids de la conversation le pressait enfin. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. C'est comme ça que ça commence toujours. Il se frotta le visage, la respiration irrégulière. La bravade avait complètement disparu. À sa place, il y avait quelque chose de brut. De l'incertitude, peut-être même de la honte. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-il. Je le considérai attentivement. Maintenant, tu arrêtes. Il cligna des yeux. Arrêter quoi? Tout. La boisson, les menaces, le contrôle. Tu lui donnes de l'espace. Tu signes tout ce dont elle a besoin. Et tu ne lèves plus jamais la main. Il secoua lentement la tête. Elle ne part pas pour de bon, n'est-ce pas? C'est sa décision. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je peux arranger ça. Je peux aller en thérapie. Gérer ma colère. J'arrêterai de boire. Je n'avais pas réalisé. Je l'observais. Les mots semblaient sincères, mais la sincérité n'était pas suffisante. Plus maintenant. Tu ne peux pas arranger ça du jour au lendemain, dis-je doucement. Tu n'effaces pas la peur avec des promesses. Il hocha faiblement la tête. Je sais. La pièce retomba dans le silence. Il semblait plus petit maintenant, comme quelqu'un qui s'était enfin vu clairement et n'aimait pas ce qu'il avait trouvé. Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne répondis pas. Certaines excuses ne sont pas les miennes à accepter. Il leva les yeux. Elle reviendra. Je secouai la tête. Pas ce soir. Peut-être pas avant longtemps. Il expira d'une voix tremblante, hochant la tête comme s'il s'y attendait. Je le mérite. Oui, dis-je simplement. Nous sommes sortis sur le porche. L'air était doux, portant le léger parfum d'herbe coupée. De l'autre côté de la rue, un homme âgé arrosait ses plantes. La vie continuait, ordinaire et calme. Marc s'assit lourdement sur les marches, la tête entre les mains. Je ne pensais pas qu'elle partirait vraiment, répéta-t-il. Je me tenais près de la rampe, le regardant. On ne réalise pas ce qu'on attend que la peur ne fonctionne plus. Il ne discuta pas. Après un moment, il murmura, dis-lui que je suis désolé. Je lui dirai que tu l'as dit. Il hocha la tête. Quand je me retournai pour partir, il ne m'arrêta pas. Il n'éleva pas la voix. Il resta là, les épaules voûtées, fixant le sol. L'homme qui avait contrôlé cette maison semblait maintenant perdu à l'intérieur. Alors que je marchais vers la voiture, je sentis quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de triomphe, pas de satisfaction, quelque chose de plus calme. La leçon n'était pas la prise sur son poignet. Ce n'était pas l'enregistrement. Ce n'était pas la peur dans ses yeux. La leçon était plus simple. Pour la première fois, il comprit qu'il ne contrôlait plus l'histoire. Il ne la contrôlait plus. Et il ne le ferait plus jamais. Je n'ai pas démarré la voiture tout de suite. Je suis resté assis au bout de la rue d'Anna, le moteur éteint, les mains reposant lâchement sur mes genoux, regardant la douce lueur jaune de la lumière de son Porsche. Marc était toujours assis sur les marches, la tête baissée, les épaules voûtées, comme si quelque chose en lui s'était effondré. L'image est restée avec moi, non pas parce que je le plaignais, mais parce que j'avais besoin de laisser l'adrénaline s'échapper de mon système avant de retourner vers elle. Il y a un étrange calme qui suit la confrontation. Ce n'est pas la paix exactement, plus comme l'air après une tempête, encore lourd, en attente. Mon rythme cardiaque ralentit progressivement. Ma respiration se stabilisa. Le plan avait fonctionné, mais la mission n'était pas terminée. La vraie vie ne se termine pas par une confrontation. Elle continue avec des formalités, des conversations, des choix et des conséquences. Quand j'ai finalement démarré, le quartier semblait inchangé. Lumière de Porsche, voiture garée, quelqu'un riant faiblement depuis un jardin. La vie ordinaire, ininterrompue. Mais à l'intérieur de la voiture, tout semblait différent.
La tension qui avait rempli ma poitrine plus tôt s'était transformée en quelque chose de plus calme, de plus délibéré. Anna a ouvert ma porte d'entrée avant que je l'atteigne. Elle devait me regarder par la fenêtre. Son visage était pâle, les yeux écarquillés, me cherchant des blessures. « Tu es de retour » murmura-t-elle. « Je suis de retour. » Elle me saisit le poignet, me tirant à l'intérieur. « Il t'a fait du mal ?» « Non », j'ai secoué la tête. « Pas cette fois. » Ses épaules s'affaissèrent de soulagement. Elle me guida vers le canapé, s'asseyant près de moi, cherchant mon visage. « Raconte-moi tout. » Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé de la maison, du cadre cassé, de l'odeur de bière. Je lui ai parlé de sa confusion, de sa colère, du moment où l'équilibre a basculé. Je lui ai parlé de l'enregistrement, du Porsche, des excuses qu'il avait à peine réussi à articuler. Elle écoutait silencieusement, les doigts tortillant l'ourlet de sa manche. Quand j'ai eu fini, elle a fixé le sol pendant un long moment. « Il a pleuré ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. Ça ne lui ressemble pas, c'est la première fois qu'il n'avait pas le contrôle. » Elle hocha lentement la tête. Les émotions qui traversaient son visage étaient complexes. Peur, culpabilité, soulagement, incertitude. La guérison est rarement propre. Elle est complexe. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous nous assurons que tu es en sécurité, dis-je. Pas seulement ce soir. À long terme. » Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à un centre de soutien local. Le bâtiment était petit, avec des murs pastels et une salle d'attente tranquille. Un distributeur d'eau ronronnait doucement dans un coin. Quelques autres femmes étaient assises, éparpillées sur les chaises, chacune portant le même mélange d'épuisement et d'espoir fragile. Anna me serra la main fort. Une conseillère nommée Déborah nous appela. Elle était plus âgée, calme, le genre de personne qui vous faisait vous sentir comprise avant même de parler. Anna lui raconta tout, lentement au début, puis plus posément. Déborah écouta sans interruption, lui tendant parfois un mouchoir, hochant doucement la tête. Quand Anna eut terminé, Déborah expliqua les options, ordonnance de protection, document de séparation, indépendance financière, conseil, chaque étape pratique, fondée. Rien de dramatique, juste le processus constant de se réapproprier une vie. Nous avons rempli des formulaires, signé des documents, pris des photos des bleus. Chaque action semblait petite, mais ensemble, elles construisaient quelque chose de solide. Au cours des semaines suivantes, Anna resta avec moi. Le rythme de la vie quotidienne revint progressivement. Café du matin, courses, dîner tranquille. Elle commença à dormir toute la nuit. Les tressaillements s'estompèrent. Son rire revint par petites bouffées au début, puis plus naturellement. Elle rencontrait une conseillère chaque semaine. Elle ouvrit un nouveau compte bancaire. Elle trouva un travail à temps partiel dans une bibliothèque locale. Des choses simples, mais chacune restaurait une part d'indépendance. Marc signa les papiers de séparation sans discuter. Il entra dans un programme de thérapie. Qu'il change ou non n'était pas ma préoccupation. Ce qui importait, c'est qu'il n'avait plus accès à sa peur. Un soir, nous étions assises sur mon porche, mangeant à emporter. Le soleil se couchait, baignant la rue d'or. Anna se pencha en arrière dans sa chaise, regardant des enfants faire du vélo au bout de la rue. « Je n'ai plus peur », dit-elle doucement. Je la regardais. Les bleus avaient disparu. Sa posture était différente, droite, détendue. Pas la femme qui s'était tenue sur mon porche quelques semaines plus tôt. « C'est le but », dis-je. Elle sourit faiblement. « Tu m'as sauvé. » Je secouai la tête. « Tu es parti. Je me suis juste tenu à tes côtés. » Elle posa sa tête sur mon épaule, confortable, sans peur. Un instant, nous restâmes comme ça. La soirée s'installant autour de nous. C'est alors que je compris quelque chose. Ma vengeance n'était pas le regard sur le visage de Marc. Ce n'était pas la peur dans sa voix. Ce n'était pas le contrôle qui lui échappait des mains. Ma vengeance, c'était ça. Sa respiration régulière, ses épaules détendues. Sa vie n'étant plus façonnée par la colère de quelqu'un d'autre. La liberté est plus silencieuse que la vengeance, mais elle dure plus longtemps. Quelques mois plus tard, elle emménagea dans un petit appartement près de la bibliothèque.
Je l'aidai à monter les cartons. Elle arrangea ses livres avec soin, fredonnant doucement. Quand nous eûmes terminé, elle se tint au milieu de la pièce, souriant. « Il me semble que c'est le mien, dit-elle. »« Ça l'est, répondis-je. En partant ce soir-là, elle me serra fort dans ses bras. Merci de ne pas avoir détourné le regard. Je rentrai chez moi en voiture à travers le quartier familier. Les mêmes rues, les mêmes lumières de Porsche. Mais tout semblait plus léger. La tempête était passée. Non pas parce que quelqu'un avait perdu, mais parce que quelqu'un avait enfin retrouvé sa liberté. Si vous vous êtes déjà tenu aux côtés de quelqu'un dans son moment le plus sombre, vous savez à quel point c'est puissant. Et si vous écoutez ceci, peut-être avez-vous vous-même été là, soit comme celui qui avait besoin d'aide, soit comme celui qui l'offrait. Des histoires comme celle-ci ne se terminent pas par des confrontations dramatiques. Elles se terminent par de petites victoires, par des portes qui se ferment doucement, par la peur remplacée par la paix. Si cette histoire a eu un sens pour vous, j'aimerais entendre vos réflexions. Avez-vous déjà aidé quelqu'un à se sortir d'une situation difficile ou souhaitez que quelqu'un se tienne à vos côtés? Laissez un commentaire et indiquez d'où vous écoutez. Et si vous voulez plus d'histoires sur le courage, la justice et les secondes chances, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Parce que parfois, la vengeance la plus forte n'est pas de faire du mal en retour. C'est d'aider quelqu'un à s'en aller.